Merci, très bien. J'ai le plaisir d'animer cette table ronde, si j'ose l'appeler ainsi, hein, avec un certain nombre de personnes. Donc d'abord, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Romaine Schneider, directrice des Centres pour le développement et la thérapie de l'enfant et de l'adolescent, mieux connu en Valais sous l'acronyme CDTA. Monsieur Thierry Follet, qui est enseignant spécialisé et médiateur aux écoles de Martigny, qui remplace en fait Monsieur Mottet, hein, qui s'est excusé. Donc merci Monsieur Follet, de votre disponibilité. Monsieur Frédéric Darbelay, qu'on vient d'entendre, qui pourra aussi répondre à d'autres questions. Et le plaisir aussi d'accueillir Monsieur le chef de service de l'enseignement, Monsieur Jean-Philippe Lonfa. Et je vous propose que l'on procède ainsi, c'est que je vais faire un tour de table de questions. Quelques-unes sont issues des ateliers. Et puis ensuite j'ouvrirai les questions à la salle. Donc, n'hésitez pas pour vos remarques, commentaires ou questions aux personnes qui sont là ou peut-être aux d'autres orateurs qui sont encore à disposition peut-être derrière leur écran. Je propose de commencer par une première question que j'adresse à monsieur Lonfa. Au niveau du service de l'enseignement, on l'a dit, hein, la lutte contre le harcèlement pour le bien-être, pour le vivre ensemble est une des priorités du département et du service de l'enseignement. Est-ce que vous pourriez ou tu pourrais décrire les différents axes de travail que vous avez mis en place au niveau du service? Alors bonjour, l'axe principal, il est mené avec la HEP. Hein. C'est cette réflexion, cet état des lieux qu'on a lancé il y a maintenant 2 ans, et puis qui fait écho à 2012. C'est-à-dire que c'était refaire ce panorama et réfléchir aujourd'hui à ce harcèlement en milieu scolaire. Donc, à partir de là, c'est de développer et d'avancer tout ce qui avait été mis en place déjà depuis 2012 dans les différents établissements. Mais on avait peut-être une approche pas trop coordonnée, mais il y avait beaucoup de bonne volonté. On l'a vu aussi dans les résultats de l'enquête. Des centres ont fait des journées santé. On a vu qu'il y avait une volonté d'avancer. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ce phénomène est beaucoup plus complexe ou compliqué. Et puis, il faut certainement l'envisager de façon plus large avec des équipes certainement santé dans les établissements. Idéalement, moi, il y a 2-3 ans, quand je suis arrivé chef de service, je me suis dit que le système en place avec les médiateurs, avec les directeurs et avec le titulaire, à quelque part, portait déjà ses fruits. Et on voit que l'enquête remarquable qui a été faite nous montre que les rôles sont différents, que le climat est important, qu'il faut aborder véritablement cette question sous un angle plus d'équipe, plus de climat scolaire. Et donc là, maintenant, on a nommé un groupe de travail, il va partir durant cet automne. Covid oblige, on a pris un peu de retard dans cette mise en place, il est difficile de se rencontrer, on le voit aujourd'hui, c'est de mettre en place un groupe de travail pour justement mettre en place des procédures, comme on l'a vu, qui sont très très bien faites sur le canton de Vaud, mettre en place une information, mais aussi en parallèle, travailler sur le climat scolaire. On pense vraiment, et dans multiples problèmes qu'on rencontre aujourd'hui dans l'école actuelle, que ce soit les élèves qui ont des comportements inadéquats, etc., on pense vraiment que les compétences transversales sont essentielles dans le développement d'un climat scolaire positif. Et ces axes, pour moi, c'est à la fois formation, mise en place de procédures et mise en place certainement d'équipes autour des structures existantes, parce que j'ai beaucoup aimé ce que disait le professeur Debardieu, qui disait justement il ne faut pas forcément aller chercher des spécialistes, ils sont là en conseil, mais il faut travailler par des équipes qui sont en place et les développer. Voilà en gros les axes. On voit qu'il y a une volonté de prendre vraiment l'organisation dans son ensemble, comme M. Barbier le disait tout à l'heure. Et là, on a fait un grand pas, me semble-t-il, avec cette étude et les premières discussions menées avec la HEP. Très bien, merci, merci M. Lonfa. J'aimerais peut-être poser la prochaine question à Mme Romaine Schneider,
j'espère qu'elle est là, j'espère qu'elle pourra prendre la parole. Une de mes questions, ça concerne dans ce qu'on a entendu aujourd'hui, on a beaucoup entendu parler de l'école, de l'enfant, de l'enseignant et de l'adulte. Moi, j'aurais voulu avoir sa perspective depuis son poste de directrice du CDTA, du point de vue de la famille. Comment elle appréhende ces questions-là? Qu'est-ce qui est mis en place aussi, peut-être de leur côté, pour travailler sur cette thématique? Oui, alors bonsoir, j'espère que vous m'entendez. C'est le Oui, cas? on Oui, très bien. t'entend, oui, et on te voit même. Super. Alors bonsoir tout le monde. Merci pour cette magnifique demi-journée. Je trouve que c'était vraiment très, très intéressant jusqu'à maintenant. Et puis, un thème qui, nous, au niveau du CDTA, nous tient au cœur parce que, comme Fabio Di Giacomo vient de dire, on a pas mal de familles et d'enfants qui viennent consulter chez nous parce que dans un premier temps, ils ne vont pas le dire tout de suite, mais dans un deuxième temps, il y a l'harcèlement qui va apparaître. Et puis, on voit que c'est une grande souffrance qui est là et qui s'est installée durant un certain temps. Alors, une chose que nous voyons, c'est les enfants, les familles qui viennent chez nous, c'est pas souvent le premier thème qu'ils vont amener. Les enfants, des fois, ont un refus scolaire, ont peur, etc. Et puis, après un certain temps, ils vont nous parler de l'harcèlement. Souvent, les parents sont au courant de tout ça. Et puis, les parents nous disent qu'ils ne savaient pas quoi faire. Ils ont essayé eux-mêmes de faire des démarches. On a entendu aujourd'hui de différents intervenants. Les parents vont directement parler avec les parents des harceleurs et puis vont essayer de trouver des solutions. Souvent, ceci n'est pas très une bonne manière de le faire parce qu'il y a des deux côtés une grande émotionnalité qui est là et puis ça peut encore renforcer le conflit. Après, si les parents ont essayé cette voie, ils vont souvent quand même aussi essayer de parler au titulaire. Pour eux, le titulaire est quand même une personne qui pourrait aider dans cette situation. Et puis là, il y a différentes possibilités. C'est que le titulaire va dire oui, je vais faire attention à l'élève, je vais regarder qu'est-ce qui se fait, etc. C'est possible que le titulaire lui-même a aussi déjà observé quelque chose. Il y a tout un système qui commence à se mettre en place. Nous, au niveau du CDTA, on voit qu'il y a pas mal d'enfants et de familles qui n'ont pas eu une prise en charge, comme on vient d'entendre, un systémique coordonné, etc., depuis des années, et puis que l'harcèlement qui s'est installé est un harcèlement qui est grave. Ce n'est pas toutes les situations, mais on a pas mal de situations qu'on suit où l'harcèlement est vraiment grave, et puis il faut qu'on intervienne. Là, pour nous, c'est super intéressant si l'école soutient cette démarche. Moi, comme Jean-Philippe Lonfa vient de le dire, moi, je suis super contente qu'au niveau du Valais, on a maintenant un groupe de travail cantonal qui va réfléchir sur cette question. Et je pense que, comme M. Desbarrebieux l'a dit avant, quelqu'un doit prendre le lead pour regarder qu'est-ce qu'on fait dans ces situations. Et idéalement, c'est, de mon point de vue, l'école qui prend ce lead. Voilà. Mais je veux pas faire des réactions chez mon collègue Jean-Philippe Lonfa, mais je trouve quand même que l'école a quand même un rôle ici qui pourrait être très aidant pour amener au bien ces situations très difficiles. Alors, les familles souvent sont dépassées, les familles souvent ne savent pas où s'adresser. Au moment où l'enfant a pu parler aux parents, c'est pas le moment clé actuellement parce qu'on n'a pas la procédure qui est claire. Aujourd'hui, les familles ne savent pas où s'adresser. Et puis c'est là, comme Jean-Philippe Lonfal vient de le dire, il faut avoir une procédure cantonale très très claire qui dit aux enfants, aux parents, aux professionnels, aux enseignants bien sûr, qu'est-ce qu'il faut faire comme prochaine étape pour arriver à une bonne fin. Merci. Romain, j'ai encore une question peut-être sur la suite du confinement, à la fin du semi-confinement de ce printemps. Est-ce que du côté du CDTA, vous avez senti une augmentation de retour vers vous, de situations problématiques qui vous ont été proposées? On entendait en début de semaine, lors d'une émission radio de la Suisse romande, que du côté de Neuchâtel, à la suite du confinement, il y avait eu quand même passablement d'éléments qui surgissaient du fait que, comme si les enfants et les élèves avaient perdu le savoir-vivre ensemble ou l'avaient un petit peu oublié.
Alors, deux choses. Une première chose, les situations d'harcèlement qu'on a suivies avant le semi-confinement se sont beaucoup calmées durant le semi-confinement, mais après, la gravité s'est élevée. Hein, ça, c'était quelque chose qui était assez impressionnant. Alors, dans la phase de semi-confinement, les enfants n'étaient pas confrontés au groupe qui les harcelait, et puis ça s'est beaucoup stabilisé. Et au moment où les enfants ont dû repartir, soit ils ne sont pas allés à l'école parce qu'il y a eu un refus scolaire, ou alors la situation de harcèlement a de nouveau bien pris de la force. Et après, nous, au niveau du CDTEA, on a pas mal de demandes maintenant, mais c'est pas, comme j'ai dit avant, hein, actuellement, c'est difficile à dire si c'est déjà des situations d'harcèlement, des nouvelles situations d'harcèlement. On a beaucoup de demandes qui viennent maintenant. Et puis, c'est probable qu'on en aurait aussi pas mal de situations d'harcèlement, mais ça, c'est encore un peu tôt pour le dire actuellement. Ok, très bien. Merci pour ces éléments. Je m'adresse maintenant à Monsieur Thierry Follet, donc médiateur et enseignant spécialisé. Peut-être pour répondre à une des questions qui est revenue des ateliers, qui est de dire, mais bon, d'accord, les programmes, on les entend bien, on entend aussi le travail collectif et collaboratif qu'il faut faire, mais une des questions un peu très concrètes des enseignants, mais moi, en tant qu'enseignant, comment j'agis, qu'est-ce que je fais dans un cas où j'ai des élèves ou un élève qui est victime. Et donc, vous, votre point de vue de médiateur scolaire et d'enseignant spécialisé, quelle est votre approche? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour aider ces enseignants? Alors, déjà, bonjour à tous. C'est une bonne question. Moi, je trouve que on est. Je vais parler un petit peu de mon vécu à Martigny, mais je trouve je suis un petit peu comme ces enseignants. Ça m'est arrivé d'avoir des situations avec des situations de harcèlement et des fois, on se sent un petit peu impuissant. C'est pour ça que je trouve que c'est très très bien qu'on mette en avant tout ce qui se met en place gentiment, en tout cas au niveau valaisan pour le harcèlement, parce qu'on a besoin d'outils, on a besoin d'être outillé, on a besoin d'être formé avec des manières de faire qui seraient plus efficace que un petit peu le bon sens qu'on aurait de base pour essayer de régler ce genre de problème et qui n'est pas forcément toujours dans les meilleures solutions. Donc, moi, j'ai l'impression que une des meilleures choses qu'on pourrait faire, c'est vraiment de commencer à faire en sorte qu'on crée des équipes dans chaque établissement, donc dans les différents établissements du Valais, afin de pouvoir aider au mieux les élèves et aider au mieux les enseignants à avoir des personnes ressources dans les établissements qui peuvent intervenir rapidement, qui peuvent intervenir efficacement pour aider au mieux les élèves qui sont dans ce genre de situation-là. Ok, est-ce que vous avez senti aussi un changement au retour du mois de mai, là, après le semi-confinement, vous qui êtes un peu en première ligne là, de ces questions dans l'établissement? Alors, pas spécialement. C'est difficile de dire oui parce qu'encore une fois, c'est quand il y a eu le retour, déjà je pense que le premier retour qui a été fait au mois de mai, les élèves étaient très contents de se revoir, donc c'était peut-être une dynamique un peu différente. Après, je rejoins un petit peu ce que disait Madame Schneider, c'est que c'est difficile de savoir si c'est du harcèlement. Il faut quand même un petit peu de temps. Est-ce que c'est juste des petites histoires comme ça qui vont un peu disparaître rapidement, ou est-ce que c'est du harcèlement? C'est peut-être encore un petit peu tôt pour le dire, mais je vois rien il n'y a en tout cas pas de pic comme ça qui s'est produit dans ce qu'on a pu observer par chez nous. Ok, très bien, merci. Je m'adresse à Frédéric. Frédéric Darbelay, peut-être une question plus du côté du chercheur aussi, hein. On a entendu la question du concept de harcèlement qui était peut-être pas le bon concept à utiliser. Et je ne sais pas, de ton point de vue de chercheur, qu'est-ce que tu en penses, hein? Est-ce qu'effectivement les notions de mobbing, de bullying, comme les Suédois ou les anglophones l'appellent, est-ce qu'on devrait modifier cet élément-là? Et quel serait aussi pour toi actuellement le dispositif idéal de recherche-action que tu as présenté qui pourrait être mis en place de manière très pragmatique dans le canton du Valais? Ok, sur le concept, alors, j'ai pas fait la revue de la littérature sur ces questions, mais ce que je note, c'est que ça a été dit, un champ sémantique dynamique finalement qu'on essaie d'alimenter pour comprendre et décrire des situations.
Et on voit bien que les concepts sont multiples, que la réalité échappe aussi parfois à ces approches, autant scientifiques qu'elles puissent être. Et alors, je ne sais pas si on arrivera à partir de ce webinaire et la suite des réflexions à faire preuve d'une innovation conceptuelle pour reforger un concept qui soit le plus adapté possible. Mais je trouve que ce qui est finalement, c'est quelque chose c'est ça qui est intéressant. Pas seulement un intérêt scientifique, mais de comprendre qu'il y a d'un côté la réalité, la situation concrète, et de l'autre côté la volonté de comprendre cette situation, et puis finalement d'avoir une certaine dynamique conceptuelle, sémantique autour des termes pour en parler. C'est finalement la meilleure posture épistémologique à choisir pour essayer de cerner les phénomènes dans leurs nuances et leur complexité. Donc, je ne suis pas sûr qu'il faille absolument figer les choses sur un plan conceptuel. Autour de l'approche, disons, je n'ai pas encore mis en place, pour ce qui me concerne, un protocole d'action très concret, mais je suis intimement convaincu que cette idée de transdisciplinarité dont je vous parlais tout à l'heure est vraiment une voie qu'il nous faut privilégier pour associer l'ensemble des partenaires concernés par la problématique. Je le disais aussi, pour avoir connaissance de cette recherche qui a été faite sur le Valais, je trouvais que cette collaboration très étroite entre des institutions de recherche, un service de l'enseignement qui est convaincu aussi par cette nécessité de comprendre et d'agir. Et je trouve que ce maillage finalement étroit entre les compétences scientifiques, les compétences de terrain et les compétences politiques est finalement une des conditions du succès pour aborder ces problématiques. Et je dis ça parce que ce n'est pas si facile de le faire. Tu t'adresses à moi comme chercheur, mais dans la recherche, ce n'est pas si facile à mettre ensemble ces partenaires. Et là, on a la chance de les avoir ensemble. Donc, je pense qu'en continuant sur cette voie, on a l'opportunité d'aboutir à quelque chose. Puis peut-être, ça me fait penser aussi, on parle de concepts, moi j'ai parlé d'interdisciplinarité, les concepts, ils filent comme ça de domaine en domaine. Hein, il y a un peu un nomadisme comme ça, des idées qui circulent. Et c'est vrai qu'en parlant d'interdisciplinarité, le chef de service, donc Jean-Philippe Lonfa, a lâché une notion que je trouvais intéressante, c'est l'idée de compétences transversales. De Barbieux a parlé de la coopération, de la nécessité d'introduire la coopération dans les écoles. Et je me demande, il a parlé aussi d'éducation nouvelle, et il se trouve que en tant que chercheur aussi, on mène actuellement une recherche exploratoire sur les pédagogies dites alternatives, qui sont pour partie actives hors de l'école, mais aussi dans les écoles. Donc là, il n'y a pas d'opposition stricte entre public et privé. Et peut-être qu'on a aussi des choses à apprendre de ces pratiques pour les faire fonctionner non seulement hors du public, mais dans l'école publique, sachant que très souvent, beaucoup d'approches liées au climat de classe, à la coopération, à la participation, sont très, très développées dans ces pédagogies dites alternatives. Et je sais d'ailleurs que le Valais est un terreau fertile en accord avec, et en soutien aussi d'une certaine manière avec le département qui permet de faire vivre ces écoles. Et je pense que là, je parlais d'écosystème apprenant, et je pense qu'on aurait aussi à gagner à réfléchir sur ces pratiques de manière très, très collaborative, en fait. En tout cas, c'est ce qu'on voit apparaître dans la recherche, aussi, pas seulement en Valais, mais au niveau international. Et il y a vraiment ce dialogue à construire, je ne sais pas. Peut-être ce qu'en pense Jean-Philippe Lonfa aussi sur Okay, oui, très bien, oui, alors tout à fait. Alors les personnes de la table ronde peuvent réagir, et j'ouvre aussi les questions à la salle. Donc vous pouvez lever la main avec la petite manipulation à faire, et puis je vous donnerai la parole volontiers. Alors, monsieur David Choka, vous avez la parole. Je vous entends pas. Voilà, vous m'entendez? Oui. Ok, bonjour tout le monde. Voilà, donc moi, comme je l'ai dit en début d'après-midi, je travaille dans un établissement scolaire à Genève. Et puis, on a mis en place un protocole harcèlement, je vais essayer de faire court, où en l'occurrence, avec l'infirmière scolaire, donc soit l'infirmière scolaire, soit moi en tant qu'éducateur, si on a une suspicion de situation de harcèlement, au début on l'appelle comme ça, suspicion de situation de harcèlement, on va s'entretenir avec l'élève potentiellement victime. Donc en le mettant en sécurité, on va le faire parler, on va essayer de comprendre ce qu'il vit. Et
d'après mon expérience, il me semble que souvent à l'école primaire, c'est difficile de déterminer avec certitude s'il s'agit de situations de harcèlement avec tous les critères du harcèlement ou s'il s'agit plutôt d'une forme de gestion de conflit, comme ça a été dit avant. Et donc nous, on a décidé au sein de notre établissement que si on a un doute, si on peine à déterminer avec certitude qu'il s'agit d'une situation de harcèlement, on va quand même considérer la situation comme du harcèlement pour ne pas prendre de risques. Et je voulais savoir ce que les différentes personnes en pensent. Est-ce que, selon vous, c'est une approche qui semble juste de se lancer dans une gestion de harcèlement en n'étant pas sûr à 100% qu'il s'agit vraiment d'une situation de harcèlement? En tout cas, pour les enfants âgés de 5 à 12 ans en école primaire, nous, en tout cas, sur le terrain, c'est pas si facile, je trouve, de déterminer qu'il s'agit toujours d'une situation de harcèlement. Et on a décidé, dans le doute, de la considérer comme telle quand même. Voilà. Très bien, merci. Je propose peut-être que Romaine Schneider puisse répondre. Et puis, si un autre membre de la table ronde veut répondre, il n'y a pas de souci, évidemment. Tu n'as pas ton micro, Romaine. C'est bon? Oui, c'est Voilà. bon. Moi, personnellement, je trouve que il doit avoir comme un... Je parle de guichet unique maintenant, c'est un mot qu'on utilise souvent, mais il doit avoir comme une porte d'entrée. Tous les participants, les élèves, les parents, les acteurs de l'école, les professionnels doivent savoir où est-ce que je m'adresse au moment où il y a une suspicion, comme Monsieur Joka l'avait dit. S'il y a une suspicion d'harcèlement, qu'est-ce que je dois faire? Et après, je suis très d'accord avec monsieur de dire aussi, si c'est juste une suspicion, c'est bien d'aller enquêter, d'aller regarder qu'est-ce qu'il y a là derrière et ensuite de définir les démarches. Je suis à 100% d'accord avec monsieur de Joka de Genève. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut s'exprimer? Monsieur Lonfa, Jean-Philippe? Volontiers. Pour moi, ce qui est important, en tout cas, c'est que si cette détection doit être précoce, elle doit se faire au niveau de la proximité des enseignants. C'est-à-dire que les enseignants, ils ont un rôle clé dans leur contact avec les élèves. On a fait un choix de ne pas médicaliser l'école et de ne pas socialiser l'école. C'est-à-dire que nous n'avons pas de travailleurs sociaux, nous n'avons pas d'infirmières scolaires en établissement, mais nous travaillons avec des travailleurs sociaux et des infirmières, mais en réseau. Pourquoi? Parce que pour nous, l'école reste un lieu de formation et les enseignants ne doivent pas donner la patate chaude à des spécialistes. Ils sont au cœur de cette action pédagogique. Pour nous, c'est le lien important avec ces élèves. C'est un choix. C'est pour ça qu'on a développé et renforcé la médiation, qu'on la renforcera certainement encore. C'est pour ça qu'on fait des essais au niveau enseignement spécialisé avec des personnes ressources dans des régions. On croit vraiment à la capacité des enseignants comme professionnels d'être cet aiguillage, d'être ce lanceur d'alerte. Et ça, c'est une chose importante à dire peut-être dans le système valaisan, parce que ce n'est pas d'être rétrograde, je pense, de ne pas avoir ces relais dans les établissements, mais nous, c'est important de travailler en équipe avec eux. Il est clair que pour nous, ça va être important maintenant d'organiser ces équipes et d'avoir ce que Romaine disait, ces portes d'entrée pour les enseignants, pour les parents, pour les directions, pour justement avoir ces procédures claires. Pour moi, c'est vraiment la base de cette action, parce qu'on est vraiment dans des problématiques difficiles. Moi, j'étais enseignant. J'étais enseignant au cycle, enseignant en secondaire 2, j'étais médiateur aussi. J'ai ma formation de médiateur avec Fabio, d'ailleurs, et on avait les mêmes problèmes. J'ai bien aimé ce que disait le médiateur de Martigny tout à l'heure, qui disait on fait avec le bon sens. Et c'est difficile de sortir de ce bon sens, de trouver des pratiques. Moi, il y a 25 ans, j'étais médiateur, ou 20 ans, et je me rappelle encore de cas où j'avais le sentiment d'avoir essayé d'avancer, mais j'ai retrouvé ces jeunes en apprentissage, et puis ils avaient encore les mêmes problèmes de harcèlement par la suite. Donc, pour moi, il faut vraiment travailler les procédures, travailler les équipes. Et puis, j'aimerais mettre une autre chose qui répond peut-être à M. Darblay.
pour moi, le gros problème que j'ai comme chef de service, je vais partir de loin peut-être, mais je vais essayer d'être court, c'est, prenons tout ce qui est dyslexie. Loin du sujet, mais pas tellement non plus. Puisque aujourd'hui, personne ne dirait que c'est de la paresse, la dyslexie, un manque de travail. Les neurosciences ont fait des progrès et on sait tous maintenant qu'on peut résoudre avec des outils simples des problèmes qui sont complexes. Aujourd'hui encore, comme chef de service, il me remonte des choses incroyables de mes enseignants. Et moi, je pense que dans le harcèlement, comme dans la prise en compte des besoins particuliers, on a dans les enseignants un changement de posture à travailler. Et au service de l'enseignement, aujourd'hui, eh ben, on se dit on peut faire toute la formation, toute la communication, tous les guichets uniques qu'on veut. Il faut changer de posture et on travaille maintenant sur des notions de créativité, de notions de changement. Et là, vraiment, je pense qu'il y a un enjeu incroyable que j'ai saisi parce qu'on n'arrivait pas à faire passer ce message sur les dyslexies, les dyspraxies, et que je saisis encore aujourd'hui, cet après-midi, avec l'intervention remarquable du professeur de Bardieu. C'est-à-dire que là, vraiment, je pense qu'on a un travail de fond à faire qui dépasse la culture d'école pour vraiment que ceux qui font la culture d'école l'intègrent et y croient. Merci beaucoup pour cette réponse. Je vais donner la parole alors par ordre d'arrivée, Monsieur Patrice Velu. Alors voilà, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous Voilà. entend. En fait, je voulais vous faire part d'un projet qui m'est venu en discutant donc avec l'éducateur et le doyen des 9e années Armos, parce que les 9e, c'est la première tranche du secondaire 2, où moi, donc, je travaille à la police à Morges actuellement, mais ce projet, je l'ai fait partir à Nyon, où on a vu qu'en fait, à l'arrivée dans le secondaire, hein, ça joue un peu des coudes et il y avait pas mal de problèmes liés au harcèlement à ce niveau-là. Et j'ai proposé de créer la prochaine campagne contre le harcèlement et à la place de montrer des clips qu'on a, nous, avec les différents partenaires, que ce soit PSPS, la police de sûreté, la brigade des mineurs, on a en fait proposé que ce soit les élèves par groupe, donc ça crée une cohésion au sein de la classe en faisant des groupes, et que eux soient porteurs du message en faveur de la prochaine campagne de prévention pour l'année 2021-2022 contre le harcèlement scolaire, où eux pourront témoigner s'il y a des témoignages ou s'il y a des enfants qui ont été victimes de harcèlement ou qui ont été eux-mêmes harceleurs. Ça peut faire sortir des choses. Il y a un photographe qui va travailler avec eux aussi, parce que des fois, la photo, c'est intéressant. Ça peut faire à eux, ils ont l'habitude de faire des photos, Instagram et tous ces réseaux sociaux. Et l'idée, c'est que cette campagne, donc il y aura un concours, hein, parce que il y aura peut-être plusieurs travaux qui vont être choisis par des professionnels, par un graphiste pour faire des images, des flyers, et le photographe en question. Et l'idée, c'est que y ait des vainqueurs pour cette campagne et que cette campagne parte à la prochaine rentrée scolaire et soit utilisée pendant 1 année, 2 ans, voire 3 ans, et que ces élèves qui ont participé à cette campagne soient eux-mêmes porteurs du message, puisqu'ils vont encore faire la 10e et la 11e année, voire le RAC. Et comme vous disiez tout à l'heure, la collaboration, le fait d'être partenaire, le fait d'être solidaire et de participer, non pas en disant seulement, ben voilà, nous on est victime, on est harceleur, on est harcelé, on est juste élève, mais nous aussi, à travers nos mots à nous, on peut dire aux autres, faites attention, ça existe, on a été victime, on ne veut plus que ça se reproduise. Et je ne sais pas, vous les professionnels dans ce domaine, ce que vous en pensez C'est bien, merci. Merci, effectivement. Alors, peut-être je peux donner la parole à M. Thierry Follet, peut-être, qui est aussi en contact avec les élèves et qui, peut-être dans son établissement, a aussi un peu cette responsabilité d'animer. Qu'est-ce que vous pensez de ce type-là de projet? Est-ce que ça existe aussi en Valais ou ailleurs? Alors, peut-être pas sous cette forme-là, mais il y a des fois des petits films qui ont été faits ou des choses comme ça qui ont touché des thématiques, pas forcément que le harcèlement, mais où on essaye d'impliquer aussi les élèves
dans certaines problématiques, de façon à ce que… J'ai l'impression que c'est évident que si les premiers concernés, les élèves, sont partie prenante, ou en tout cas ce sont des fois les mieux placés pour passer les messages à leur père, c'est un message qui passe différemment quand c'est des adultes qui viennent leur parler. C'est aussi une autre manière, un autre biais en tout cas pour pouvoir communiquer. Alors je choisis rien dans tout ça évidemment, mais l'idée d'essayer de faire de certains élèves des acteurs aussi de ce message-là, moi il me semble intelligent et important. Ok, très bien. Je passe la parole à Madame Maud Rivalski. Oui, bonjour. Alors, pour contextualiser, je suis enseignante au cycle 1 en Valais et je me rends compte dans la pratique que les médiateurs interviennent énormément dans notre centre scolaire et leurs services sont vite saturés, ils sont très demandés. On a aussi affaire à des juxtapositions en fait, de visites qui se superposent les unes aux autres. Et on s'est assez vite rendu compte dans notre centre scolaire qu'il fallait qu'on change de dynamique dans notre centre scolaire. Et on s'est effectivement posé la question de créer des collectivités d'apprentissage, de sortir un peu des cultures traditionnelles, de mélanger les enfants au niveau de leur âge aussi. Et on a fait pas mal de tentatives. Une des choses qui revient souvent, c'est que les enseignants ont peur de faire faux, ont peur de ne plus être père compatible, ont peur de ne plus être administrativement acceptable et on a peur de se faire enlever des budgets, de se faire enlever des aides. Donc pour rassurer un peu ces enseignants qui ont envie d'essayer des choses, est-ce que ce serait possible d'avoir des messages explicites de nos autorités qui nous encouragent et de sortir de ces traditions et de faire des choses un peu plus innovantes sans qu'on se fasse taper sur les doigts. Ok, très bien. Alors, je vois le chef de service qui fronce les sourcils, donc je lui donne la parole. Non, je ne fronce pas les sourcils. Enfin, je ne pense pas qu'on a beaucoup tapé sur les doigts ces dernières années sur les initiatives privées et les initiatives régionales. Moi, je crois vraiment à ces expériences et à ces outils multiples. C'est-à-dire qu'à un moment donné, d'arriver du service d'enseignement avec un outil, une méthode qu'on impose, ce sera un fiasco total. Et là, à un moment donné, il faut créer les conditions cadres. Si on reprend sur les initiatives, elles ne peuvent pas couper des budgets. Je ne vois pas comment on peut couper des budgets, mais par exemple, prenons les enfants, vu qu'on est au début de ce qu'on met en place autour du harcèlement en milieu scolaire, prenons les élèves à difficulté, des élèves qui ont des comportements inadéquats. On essaye, par exemple, dans la région du Bas-Valais, de mutualiser les ressources et on a nommé quelqu'un qui, justement, via la personne référence qui accompagne, au lieu de sortir les élèves qui ont des difficultés, il vient la personne référence pour aider. C'est un enseignant et on essaie un nouveau modèle. On essaye des nouveaux modèles du côté de Monté, du côté de Martigny aussi, sur le co-enseignement. On trouve que dans le co-enseignement, on peut aussi résoudre des choses. Mais le co-enseignement, ce n'est pas la panacée. Donc, on est plutôt ouvert à ces méthodes. Monsieur Darblay parlait aussi de ces méthodes créatives et nouvelles qui s'inspirent par exemple d'Éducateur ou d'autres éléments. Là aussi, on soutient ces mouvements parce qu'Éducateur est dans l'école valaisanne aussi, que cela soit l'école en forêt, l'école canapé en forêt, etc. Et tout ça contribue à ce climat scolaire. Et moi, je suis vraiment opposé justement au top-down et on favorise plutôt les initiatives régionales, locales. Et on n'a jamais tapé sur les doigts quelqu'un qui a des initiatives comme ça. On songe même au service de l'enseignement à laisser un espace dans la grille horaire pour travailler des programmes du style graines de paix, etc. Que ce soit vraiment dans la grille horaire, pour justement donner de l'espace aux enseignants qui n'auront pas peur d'être père compatible, parce que pour moi c'est une boussole et ce n'est pas forcément un martyr ou quelqu'un qui nous martyrise, le père. Donc, à un moment donné, de laisser de l'espace pour avoir justement du temps pour travailler ces compétences transversales et pour ce climat et cette culture scolaire. Donc, je pense vraiment qu'on va mettre en place des choses gentiment
Et puis, il faut parler avec son directeur, il faut parler avec ses inspecteurs, on travaille beaucoup avec l'ASPEVAL, qui est présente dans tous les groupes de travail. On a des groupes de travail sur les élèves en difficulté, aux besoins particuliers, sur le site, sur le harcèlement, faire remonter ces initiatives qui deviennent des projets pilotes et qui donnent visiblement après la direction au service. On n'est vraiment pas sur la stratégie on impose. En tout cas, c'est la ligne depuis 3 ans et demi que systématiquement je défends. Merci. Voilà. Merci M. Lonfa pour cette position très claire. J'approuvais. Je prononçais pas. Ah, c'est ça, d'accord. Très bien, je vous propose de prendre une dernière question puisque l'heure avance et il faudra conclure. Alors, j'ai M. Alain Tobler qui a levé la main. Oui, voilà, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends, oui. Parfait. Je vous remercie. Monsieur Lonfa, je vais dans votre sens. Je suis enseignant en secondaire 1 dans le canton du Jura. Et je crois qu'on a un peu les mêmes choses qui sont mises en place au sein du service d'enseignement. Et puis dans mon enseignement, dans mon établissement scolaire, on a pas mal on va dire, liberté avec les élèves. Mais ma question est, jusqu'où on peut aller? Parce que les cas de harcèlement, j'en ai en tant que maître de module, j'en fais part au médiateur, à la direction. On a de la chance d'avoir un grand établissement scolaire de 600 élèves à Delémont. Et il y a 3 médiateurs, une intervenante socio-éducative, une infirmière, 4 membres de direction. On est très très bien entouré. Je pense que l'enseignant qui est motivé et puis qui aime son métier, la plupart de tous les enseignants, va prendre les choses très au sérieux. Et quand j'entends M. Bellon qui dit qu'il faut traiter rapidement une situation par une équipe d'adultes, alors voilà, encore une fois, j'ai la chance d'être entouré et puis de faire ça avec le cœur. Mais je constate quand même que toute école n'est pas, on va dire, constituée de ces chances-là. Et j'ai l'impression que, pour parler du harcèlement, on a un peu tous à faire dans différentes régions, notre propre cuisine. Et de ce que j'assiste cet après-midi, c'est quelque chose d'absolument génial, parce qu'on a une panoplie de conférences et d'intervenants qui sont très très riches, et moi ça m'aide énormément dans mon quotidien. Mais est-ce qu'il existe une antenne? Est-ce qu'il existe quelque chose si vraiment on se sent démuni et qu'on a besoin d'aide? Ça, c'est véritablement ma question. Merci. D'accord, donc vous l'adressez à M. Lonfa, donc vous parlez aussi au niveau roman ou bien simplement… Oui, vu qu'apparemment cette conférence de cet après-midi, cet atelier, il est quand même élargi. Voilà, je ne sais pas si on est beaucoup jurassiens ou d'autres cantons, à part Genève et Vaud et Valais, mais je trouve que peut-être que on vit dans un système fédéraliste, oui, mais il manque peut-être une antenne, quelque chose qui permet aux enseignants démunis d'avoir de l'aide. Très bien, alors peut-être d'abord le chef de service et puis après peut-être aussi Romaine Schneider, peut-être qui peut nous donner une expérience sur le soutien qu'on peut avoir. Alors, M. Lonfa. Merci. Historiquement, la CIP, l'espace roman, c'est un espace autour des moyens d'enseignement surtout, et des programmes, etc. Mais j'ai vraiment l'impression que dans plusieurs problématiques, il y a récemment un dialogue qui se fait. Je ne sais pas si c'est le Covid qui a aussi été cela, parce que tous les organes de la C2IP, des chefs de service, aux secrétaires généraux, sont beaucoup réunis pour parler de cette période. Et c'est clair que les contacts se sont rapprochés et ça a forcément développé des choses. Alors, je prends l'exemple de l'enseignement spécialisé surtout, puisque le Valais a été pionnier dans l'école inclusive, dans plusieurs éléments, a pris du retard sur l'autisme, mais on voit qu'au niveau de la CIP, vous avez des ressources que vous demandez assez fortes sur des fiches, etc., des explications pour prendre ces cas particuliers. C'est vrai qu'au niveau du harcèlement, au niveau de la santé à l'école, au niveau du clivage scolaire, je pense que c'est des thématiques qui pourraient être prises et qui pourraient être partagées à la CIP. Cet organe, pour moi, il n'existe encore pas, mais je pense que c'est un bel espace de formation et ce qu'on vit aujourd'hui autour de la HEP Valais se fait de plus en plus entre les différents organes de la Suisse romande et puis je pense qu'on peut que s'améliorer. Je vous rappelle juste qu'en Suisse alémanique,
dans le même canton ou dans des cantons voisins, on n'a même pas le même livre. Donc, on voit qu'on est en train de solidifier quelque chose du côté de l'espace roman. Les conseils d'État parlent, les secrétaires généraux, tout le monde dialogue et je pense qu'on peut être plus fort. Et nous, en tout cas, on prône beaucoup sur les autres cantons, mais on est aussi généreux quand on nous demande des choses, mais on travaille beaucoup avec les autres cantons. Très bien, merci. Romain Schneider, peut-être aussi sur la solitude de l'enseignant. Alors, moi, je trouve qu'au niveau des enseignants, il y a beaucoup de choses qui étaient faites maintenant, hein. Alors ça, c'est plutôt les enseignants qui sont spécialisés, mais moi, d'un point de vue extérieur, si je vois qu'il y a plein de personnes de ressources autour de l'enseignant titulaire, comme des enseignants spécialisés, comme des enseignants qui sont spécialisés dans l'autisme, etc. On a des directions d'école qui ont un mandat plus pédagogique maintenant. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont faites. Pas oublier les médiateurs scolaires qui, eux aussi, sont bien formés dans le domaine de l'harcèlement, mais encore une fois, il nous manque juste une procédure ou l'équipe. Il nous faut une procédure et une équipe qui est là, qui est très claire. Au niveau de la Romandie, je trouve qu'on a quand même, comme Jean-Philippe Lanfa vient de le dire, on a quand même un échange étroit. On sait un petit peu qu'est-ce que les autres personnes font dans certains domaines, bien sûr pas dans toutes, mais on voit quand même pas mal et on peut aussi échanger des concepts et des manières de faire. Et ça, c'est quelque chose que je trouve quand même assez exceptionnel. C'est super que nous avons là un réseau, on peut échanger, on se donne des informations, etc. Au niveau du Valais, je vois que je suis toujours très fière du Valais parce qu'au moment où on se met autour d'une table, on réfléchit en commun comment on pourrait résoudre un problème, qu'est-ce qu'on peut faire. On trouve des pistes qui sont bien et puis on arrive à mettre en place des concepts qui fonctionnent. Je pense ici, par exemple, dans le domaine de la pédagogie spécialisée, on a quand même fait pas mal de choses maintenant qui montrent que il y a eu plusieurs personnes, plusieurs représentants de ce domaine qui ont réfléchi et qui ont fait un concept. La même chose, on est en train de faire pour l'autisme. Et aujourd'hui, vu que nous avons une équipe de chercheurs de l'HEP qui fait beaucoup de travail autour de l'harcèlement, je pense que c'est une chance exceptionnelle pour la Romandie, mais aussi pour le Valais, vu que l'HEP Valais, Madame Moody et son équipe sont en train de faire ces études-là. Je pense qu'on va trouver là aussi des autres manières de fonctionner, des concepts ou des formules qui vont nous aider à avancer sur ce thème. Je suis assez positive par rapport à ça. Je suis super contente que nous avons ces chercheurs maintenant en Valais qui ont un certain impact en Romandie, mais aussi, je pense, plus loin. Et ça, c'est super. Très bien. Merci, Romain Schneider, pour cette prise de position. Je vous propose que l'on termine. Je vous remercie à chaque participante et participant. Avant de conclure, j'aimerais aussi remercier quand même toutes les personnes qui sont intervenues dans les ateliers. Merci de votre disponibilité. Merci évidemment, un grand merci à mesdames Zoé Moody et Tina Staël pour l'organisation et le contenu très riche de cet après-midi. Merci à toute notre équipe support ICT, Jacques Ducé, Vincent Stram et Esmeralda Farinet. On a presque failli échapper à tout problème technique, mais ils ont été résolus avec brio. Merci beaucoup. Merci aussi à Monsieur Jean-Philippe Lonfa pour son soutien vraiment à cette thématique et à sa disponibilité cet après-midi. Aussi à Madame Romain Schneider, je pense qu'elle est très occupée, mais qui nous a fait l'honneur aussi d'être présente. Je vous demande, maintenant on en avait jusqu'à 17h, donc j'ai vu qu'on a perdu des membres petit à petit, mais je pense que vous avez été quand même très assidus et je vous remercie. Je vois plein de noms que je connais, avec qui j'aurais eu plaisir à dialoguer, à discuter, et je les salue plus particulièrement. Pour le reste, je vous rappelle qu'on va continuer à travailler notamment dans la formation et comme l'a dit Frédéric Darbelay en préambule, on va offrir en collaboration avec l'Université de Genève, le CID,
un CAS sur cette thématique-là. Donc, on voit bien l'intérêt et l'importance de pouvoir avoir des formations certifiées aussi sur ces thématiques. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Portez-vous bien, prenez soin de vous en cette période et prenez soin de vos proches. J'espère que j'aurai l'occasion de vous recroiser rapidement physiquement. Au plaisir, bonne soirée, merci à tout le monde.